Bienvenue au Clash, je suis votre arbitre Rachel Marsden. Si vous croyez que la volonté du peuple exprimée par biais d'un référendum est tout ce qu'il faut afin de sortir de l'Union européenne, ce qui se passe actuellement en Grande-Bretagne risque de vous surprendre peut-être. Ça fait maintenant plus de 2 ans depuis que le Brexit fut voté. Et comme tout divorce, le diable est dans les détails. Le Premier ministre britannique n'a jamais été aussi fragile vis-à-vis le peuple. Non, rien à voir avec la perte de l'équipe de foot de l'Angleterre hier soir contre la Croatie dans la demi-finale de la Coupe mondiale du foot, mais plutôt à cause du fait qu'elle semble se trouver, Theresa May, coincée entre une volonté populaire et une réalité politique, souhaitant un Brexit qui écarte les désavantages d'une inclusion d'adhésion à l'Union, mais qui garde quand même quelques privilèges. Apparemment, la Grande-Bretagne n'est pas en position de force, frustrée dans une période d'environ 24 heures. Le négociateur britannique principal du Brexit, un certain David Davis, a démissionné et le secrétaire des Affaires étrangères, Boris Johnson, a également claqué la porte, déclarant que le rêve Brexit est en train de mourir. Est-ce que c'est bien le cas ou est-ce que c'est la carrière politique du Premier ministre Theresa May qui est en péril? Le Clash, présenté par Rachel Marsden. Avec moi aujourd'hui pour discuter de tout cela, Emmanuel Dupuis est président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, spécialiste des questions de sécurité européenne et des relations internationales. Bonjour Marsden. Bonjour. Rachel, Yves. Rachel. Ah non, ça y est, Marsden, ça marche aussi. Pardon, j'avais la tête ailleurs. Bonjour Rachel. Yves Pozzo di Borgo est ancien sénateur et président de l'Institut Le Canoë. Bienvenue. Bienvenue, bonjour. Et Guillaume Bernard est maître de conférence à l'Institut catholique en histoire des institutions et des idées politiques. Bienvenue à l'émission. Merci de votre invitation. Merci à vous. Alors, beaucoup s'est déroulé lors de ces derniers jours. Yves Pozzo di Borgo, est-ce que le Brexit est bien en train de mourir, comme dit Boris Johnson? Tout d'abord, je trouve que de dire que le Brexit c'est un rêve Brexit, je laisse ça à M. Johnson. Alors, je n'ai pas l'information pour savoir si l'opinion publique anglaise est toujours dans la logique du Brexit. J'ai quelques doutes, mais enfin, je n'ai pas des éléments de sondage. Peut-être mes collègues vont pouvoir nous informer là-dessus. Non, ce que je constate, et je me fie simplement à un rapport qui est sorti hier, d'ailleurs, de la part des 2 commissions du Sénat, la commission des affaires étrangères du Sénat et la commission des affaires européennes du Sénat, qui suivent le Brexit depuis l'origine et qui sont très inquiets de ce qui se passe. Parce qu'ils disent, actuellement rien ne bouge, il n'y a pas de deal, et il ne peut pas y avoir de deal si tout n'est pas fait. Et il y a beaucoup de difficultés. Alors, il y a des difficultés sur l'Irlande, il y a des difficultés sur notamment la situation des Européens, la situation des Européens en Angleterre, sur le compromis financier, sur tous les échanges, et notamment la dernière proposition de Madame May du 6 juillet 2018 est en complète contradiction avec les propositions du Conseil européen d'il y a 2 mois. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inquiétudes actuellement chez les Européens de voir que rien ne bouge et que c'est un peu la pagaille du côté des Anglais. Je me demande, Emmanuel, depuis qu'est-ce que Theresa May a fait lors de ces derniers jours pour provoquer ces 2 démissions en moins de 24 heures quand même? Alors petit rappel, mais faut prendre le temps long. Ça fait la 11e démission du gouvernement de Theresa May. Et si on y ajoute le commissaire européen Jonathan... 2 en même temps, sur ce sujet précis. 3 en même temps, puisque Steve Baker, le secrétaire d'État chargé du Brexit, a aussi démissionné. Donc ça fait 3 en même temps. Mais prenons le temps long, 11 ministres ont démissionné depuis que Theresa May est Premier ministre. Si on y rajoute le commissaire européen Jonathan Hill et l'ambassadeur britannique en Grande-Bretagne, Evan Rogers, ça fait quand même beaucoup. Alors pour répondre à votre question, et Yves m'a posé la question, seuls 29% des Britanniques sont contents de la manière dont Theresa May gère le Brexit. S'il devait y avoir un vote, il serait de toute façon quasiment le même que celui du 23 juin 2016. 53, 54, une petite majorité. Alors qu'est-ce que Theresa May a fait depuis ces derniers jours? Theresa May a cristallisé les oppositions politiques au sein de son parti. Elle est notamment affaiblie entre les hard Brexiters et les soft Brexiters, ceux qui veulent un divorce
à l'amiable, et ceux qui, au contraire, comme Boris Johnson ou David Davis, disent que la Grande-Bretagne ne s'y reconnaît pas dans le vote, justement, d'une rupture franche et massive. Ce que l'Union européenne non plus, ce que l'Union européenne récuse, puisque l'Union européenne estime que la position de Madame May équivaut à une sorte de marché unique à la carte, une sorte de configuration dans laquelle les Britanniques prennent tous les avantages sans aucune des contraintes d'appartenance à l'Union européenne. Prenons un seul exemple, mais il pourrait y en avoir plusieurs, et je pense que ce sera l'objet du débat. Le fait de rester dans le marché unique pour ce qui concerne les biens importés, et notamment dans le domaine agricole, et de sortir du marché unique en ce qui concerne l'exportation des services, notamment les services financiers. Donc en gros, on nous prend pour des imbéciles. En gros, faire profiter la Grande-Bretagne sans, encore une fois, aucune des contraintes du marché unique. Donc, ce qu'a fait Madame Theresa May, c'est d'essayer d'apaiser le courant très dur au sein de sa majorité très fragile. Il y a 316 parlementaires conservateurs qui constituent la majorité parlementaire du Premier ministre. On estime que quasiment une soixantaine sont pour un hard Brexit, et faut-il le rappeler, 150 de ces parlementaires ont voté pour le Brexit. Donc l'avenir de Theresa May est quand même, à mon avis, très 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 fébrile. Est-ce que vous êtes d'accord, Guillaume, que l'avenir de Theresa May est en jeu actuellement, que c'est précaire? Oui, bien sûr, pour une raison assez simple, c'est que pour l'instant, les forces politiques comme le UKIP, qui avait favorisé évidemment le livre, donc le Brexit, avaient quasiment disparu de la scène politique, dans le sens où... Ils menacent de revenir. Évidemment, à partir du moment où ils avaient obtenu ce qui était leur raison d'existence, évidemment, ils avaient été dissous, si j'ose dire, dans la vie politique. Or là, ils sont en train effectivement de réapparaître. À partir du moment où plus le temps passe, et moins la décision adoubée par le vote populaire est reportée au calendrier grec, plus évidemment les dissensions politiques peuvent réapparaître. Le parti conservateur, je vous le rappelle quand même, au Parlement européen, avait trouvé une position intermédiaire qui avait été de ne plus siéger avec le PPE, mais de ne pas non plus être avec, je dirais, les mouvements souverainistes. Évidemment, c'est cette situation d'entre-deux qui est ingérable politiquement parlant. Voilà. Yves, les membres du cabinet de Theresa May qui sont partis, incluant le négociateur en chef pour le Brexit du côté de la Grande-Bretagne, ils sont, depuis ce que je peux constater, tous eurosceptiques. Alors, ils ne sont pas contents avec quoi? Ils ne sont pas contents avec le fait que ça traîne? Écoutez, alors moi je suis pas un grand spécialiste de ce qui se passe en Angleterre. Ce que je vois, c'est les conséquences sur l'Europe. Et surtout, cette inquiétude que provoque la pagaille qu'il y a actuellement en Angleterre. Et c'est tout le sens du rapport. Quand on lit le rapport du Sénat, c'est ce que l'on constate. C'est qu'en fait, on n'a pas des choses claires en face de nous. Alors, vous me posez la question, quels sont les temps de vie entendables? Je crois que c'est plus Emmanuel qui va répondre, ou notre collègue de l'Institut catholique. Mais moi, je pense qu'il y a vraiment là un gros problème pour l'Europe. Et en même temps, je considère que cette affaire du Brexit, qui se passe pas très bien, qui n'est pas bon pour l'Angleterre, qui n'est pas bon pour l'Europe, au moins a un avantage, c'est que pour ceux qui voudraient en partir, ils se rendent compte que c'est pas aussi facile que ça, et qu'il vaut mieux être prudent dans ce genre de décision. Et justement, il y a des gens qui voulaient, je crois que le plus grand sujet pour les gens qui ont soutenu le Brexit et toute l'idée en Angleterre, c'était l'idée de l'immigration, limiter l'immigration vers la Grande-Bretagne. Cependant, si moi j'étais en Europe et je souhaitais rentrer en Angleterre post-Brexit, je le ferais par biais de l'Irlande et je prendrais l'avion jusqu'à Dublin, qui ferait toujours partie de l'Union européenne. Je prendrais le bus à Belfast, qui ne serait pas dans l'Union européenne post-Brexit, et prendrais ensuite un vol de Belfast vers une ville en Angleterre. Ce n'est pas problématique pour ceux qui croient que la migration, ce serait réglé avec le Brexit. Ce que vous dites, l'Irlande est un des points forts de la négociation.
C'est un des points forts d'achoppement. Il y a un véritable débat sur l'affaire de l'Irlande, c'est les frontières qu'il doit y avoir, parce que l'Irlande deviendrait dans ces cas-là, quand l'Angleterre va partir, la frontière de l'Europe. Et là, il y a un véritable débat, une tension forte entre l'Union européenne et entre l'Union européenne et l'Angleterre sur ce dossier-là. Alors justement, il s'agit aussi de penser la rénovation du processus de Dublin et de passer justement à ces frontières moins étanches, plus conformes à l'esprit de Schengen, c'est-à-dire libre circulation à l'intérieur et protection à l'extérieur. Donc ça, c'est un objet de négociation. Et vous parlez là de l'Irlande, notamment ? Des frontières. L'Irlande, oui. Mais l'Irlande, c'est la frontière européenne. Mais est-ce qu'on va toucher à ça ? Ça, c'est une question qui était réglée, qui impliquait le terrorisme et plein d'autres choses. L'indépendance. J'ai pas vu de position irlandaise qui l'infirme. En tout cas, ce que l'on peut répondre par rapport à cela, c'est que premièrement, l'immigration se fait quand même rarement par avion. Pour répondre à votre question, Rachel, l'immigration, c'est quand même, en termes de masse, ça se fait rarement par avion et légèrement plus en transit terrestre. Ça se fait par bateau aussi. Oui, enfin, il y a peu de risques qu'il y ait des bateaux qui aillent de Calais ou de Cork vers la Grande-Bretagne, il me semble. Mais bon, ça c'est une autre question. Non, par contre, pour répondre à votre question qui pose la vraie question de la manière dont l'Europe doit maintenir une relation avec la manière dont l'Union européenne doit maintenir une relation avec la Grande-Bretagne. En ce qui concerne l'immigration, en ce qui concerne les questions de défense, en ce qui concerne évidemment la position unitaire dont nous avons besoin sur le dossier du nucléaire iranien, vis-à-vis de la pratique commerciale déloyale incarnée par les taxes, la surestimation des taxes sur l'acier et sur l'aluminium. Ce ne sont que les premières que Donald Trump nous impose. Oui, nous devons avoir une négociation avec Theresa May ou éventuellement son successeur. La vraie question qui est posée, c'est quelle majorité peut avoir un négociateur qui voudrait avoir une position équilibrée avec l'Union européenne. Force est de constater, comme l'a dit notre collègue, qu'actuellement, il y a un momentum, une tendance vers un raidissement britannique. Et justement, Guillaume, est-ce que Donald Trump est un facteur dans tout ça, notamment quand Theresa May voit qu'il impose des tarifs partout, même contre ses meilleurs amis, tels que le Canada, qui tue un peu l'espoir de pouvoir compter sur une nouvelle relation bilatérale avec les États-Unis à la suite d'un Brexit, n'est-ce pas ? Moi, je crois que vous avez mis le doigt tout à l'heure, et je vais répondre à votre question, sur le cœur du problème. Le slogan des partisans du Brexit. Take back control. J'ai un bien plus mauvais accent que vous. Ça s'applique à la question de l'immigration, ça s'applique à la question économique, ça s'applique à tous les aspects de la vie politique. Au Royaume-Uni, ça s'est traduit par le Brexit, mais ça se traduit par des forces politiques différentes dans d'autres pays. D'une certaine manière, la puissance politique d'un Viktor Orban, elle repose et non pas sur le fait de quitter l'Union européenne, mais elle se manifeste exactement par la même position, c'est-à-dire le fait de dire « je suis souverain dans mon pays », ce qui n'exclut pas le fait d'avoir des collaborations par ailleurs. Autrement dit, si vous voulez, je crois que on ne peut pas opposer de manière manichéenne le fait d'un côté, je dirais, d'avoir un contrôle, je dirais, de ces frontières, notamment de frontières douanières ou de frontières pour l'immigration. On peut pas l'opposer de manière manichéenne à, je dirais, une totale liberté de passage. Quand Donald Trump utilise, je dirais, des méthodes fiscales pour imposer une forme de protectionnisme, c'est aussi une manière d'affirmer, je dirais, une souveraineté nationale, et c'est aussi une manière, je dirais, d'affirmer la volonté de contrôler, je dirais, ce qui se passe dans son espace politique. Autrement dit, on est en train de voir se manifester par le Brexit au Royaume-Uni et par la politique protectionniste de Donald Trump un phénomène tout à fait étonnant, c'est que les pays qui ont été au cours du 19e et du 20e siècle finalement les propagateurs de la globalisation, devenir ceux qui sont les instruments ou les acteurs, je dirais, de la déglobalisation, de la démondialisation et finalement de la réintroduction, je dirais, d'un multilatéralisme. N'oubliez pas qu'il va y avoir un sommet, enfin qu'il y a des négociations en ce moment dans le cadre de l'OTAN, qu'il y en aura d'autres, je dirais, me semble-t-il, en Finlande d'ici quelques jours. On ne sait pas ce que tous ces éléments-là, mis dans un chaudron, peuvent donner.
Emmanuel. Alors oui, mais il y a ce paradoxe absolu, c'est que d'une part, effectivement, Theresa May comprend la nécessité de trouver un nouvel horizon, qui est un horizon peut-être de nouveau atlantiste, avec quand même ce paradoxe qui fait que l'Union européenne et la Grande-Bretagne n'ont jamais été aussi proches diplomatiquement sur un certain nombre de dossiers. Oui, c'est le cas sur l'Iran, c'est le cas vis-à-vis de Donald Trump, c'est le cas vis-à-vis de la lutte antiterroriste, où la coopération est optimale, et c'est évidemment le cas aussi sur la question migratoire. Donc il y a ce paradoxe, comme vient de me dire notre collègue, de tourner le dos à une certaine forme de mondialisation, parce que c'est comme cela que la vie politique continentale et insulaire s'oriente, mais avec, là aussi, peut-être un autre élément qui nous a un petit peu échappé, c'est que, à force de s'éloigner des États-Unis, l'Union européenne et la Grande-Bretagne ont un destin lié. 50% des transactions commerciales britanniques se fait vers l'Union européenne. C'est une réalité que ni le Brexit, ni aucun autre fait n'amenuisera. Dernier point, sans être trop long, il y a la Chine. Oui. Démondialisation d'un côté, volonté de tourner le dos à la globalisation, mais non, volonté de tourner le dos à une forme de globalisation transatlantique, alors même que Londres se rêve d'être la capitale financière des routes de la soie, alors même que les investissements chinois ont ciblé 2 pays, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. D'ailleurs, un ancien Premier ministre, David Cameron, est le représentant en Europe du Silk Fund, 40 milliards de dollars. Donc il faut avoir cela à l'esprit. Il y a aussi une vision qui est en train de changer, qui fait que du transatlantique, on passe au trans-eurasianisme ou à l'eurasianisme tout court. Et cela est une réalité. Et les Britanniques auraient intérêt à regarder dans quelle direction aller. Yves, est-ce que vous êtes d'accord avec Emmanuel? Ce que j'ai bien compris d'après ce qu'il vient de dire, c'est qu'il y a un clivage entre la volonté politique de l'establishment en Grande-Bretagne et le big business anglais. J'ai l'impression, enfin moi je me souviens, je crois qu'Emmanuel a tout à fait raison. Et puis c'est vrai, là, il a tout à fait raison. On n'a pas encore pris conscience, si vous voulez, qu'une des premières fois, je ne sais pas si vous imaginez, que la Grande-Bretagne est d'accord avec la France sur le sujet iranien. Je sais pas, c'est-à-dire, elle coupe le cordon ombilical avec les États-Unis, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand vous pensez que nous, on est indépendants nucléaire, mais au niveau du nucléaire, eux, par contre, leur code, les Américains les ont. Et là, si vous voulez, ils prennent leur indépendance. Et Emmanuel a tout à fait raison. C'est une évolution qui est fantastique, qui est un peu en contradiction avec ce qui s'est passé avec le Brexit. Je rajouterai là sur la remarque générale ce débat qu'il y a entre, j'allais dire, les nationalistes, tout ce qu'on appelle les populistes, et puis ce qu'on appelle les fédéralistes européens. Moi, je me réfère simplement à ce que disait Robert Schuman. Robert Schuman a toujours été très mal compris. C'était un nationaliste. N'oubliez pas que c'était quelqu'un qui avait énormément souffert de l'absence de nation. La nation, pour lui, était fondamentale dans l'Europe. Qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je suis d'un parti centriste, on a un peu dévoyé sa phrase. Il dit, il faut créer des solidarités concrètes. Il n'a pas dit que du jour au lendemain, on doit faire un fédéralisme complet. Moi, je sais, parce que je suis d'un parti fédéraliste, un peu, si vous voulez, rêveur. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit simplement, on l'a vu sur le Frontex, par exemple, on l'a vu sur l'affaire des migrations. C'est parce qu'on a refusé de donner. Moi, je me souviens, quand j'étais sénateur, on avait rencontré le président de Frontex. Il disait, mais moi, j'ai aucun pouvoir. Pour prendre une décision, il faut que j'ai 28 personnes sont d'accord avec moi. Il n'avait aucun moyen. Comment voulez-vous qu'il protège les frontières européennes? Ça veut dire que sur un sujet aussi important, il faut transférer les pouvoirs. Il faut dire à Frontex, vous avez les pouvoirs, vous avez l'argent, c'est vous qui avez l'autorité. C'est ce qu'on appelle les solidarités concrètes, comme à l'époque on l'a fait sur l'argent et sur la communauté du charbon et de l'acier. Et c'est ça. Et Orban, quand il dit ça, Orban, on dit, oh, c'est un populisme. C'est pas vrai. Il dit, moi je suis d'accord pour l'Europe, mais simplement, il y a des choses que je fais mieux que l'Europe. Par contre, ce que l'Europe peut faire de mieux, je suis d'accord pour le faire. Si l'Europe avait protégé les frontières hongroises, je ne suis pas persuadé. Si Frontex avait eu des moyens, je ne suis pas persuadé qu'Orban serait dans cette attitude-là. Le problème, c'est qu'on n'a pas donné des moyens à Frontex. Et c'était les 28 pays, voilà. Je dis ça parce que je l'ai vécu en tant que vice-président de la Commission des Affaires européennes, où quand on rencontrait les responsables européens, ils disaient, mais on n'a pas de moyens. On s'en prend plein la gueule et on n'a pas les moyens. Donnez-nous les moyens, on résoudra les problèmes. Trois petits mots, mais très rapides chacun. Le premier, il est
bien évident que les partisans du Brexit, hors Royaume-Uni, ne se sont peut-être pas rendus compte que finalement la présence du Royaume-Uni en Union européenne était sans doute le blocage qui empêchait de basculer vers l'État fédéral, parce qu'il y a 2 sièges au Conseil de sécurité, au Conseil permanent de sécurité des Nations Unies, alors qu'à partir du moment où le Royaume-Uni quitte, eh bien il n'y a plus que la France qui a un siège permanent, et on peut envisager évidemment que ce siège devienne le siège permanent d'un État fédéral européen. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, il est bien évident que l'une des raisons pour lesquelles les opinions publiques ou un certain nombre d'opinions publiques européennes ne comprennent pas l'Union européenne, c'est qu'elles ont le sentiment que l'Union, et je reviens à ce qui vient d'être évoqué à l'instant, c'est qu'on a l'impression qu'il y a toutes les contraintes de l'État fédéral, alors que ça n'est pas un État. Ce n'est pas un État. C'est une organisation internationale, mais qui a quand même toutes les contraintes de l'État fédéral sans en avoir la force, l'avantage, c'est-à-dire la diplomatie, l'armée, et l'efficacité. Et puis il y a un troisième élément dont il me semble qu'il faut quand même, je dirais, l'évoquer, c'est que l'Union européenne, elle est susceptible, je dirais, de prendre des orientations différentes en fonction tout simplement des majorités politiques qui composent, je dirais, les différents États. Il est bien évident que lorsque vous avez l'alliance conservateur nationaliste en Autriche, que vous avez Viktor Orban, que vous avez le PiS en Pologne, que vous avez la Ligue au pouvoir en Italie, etc., l'orientation que le Conseil des ministres va prendre sur un sujet ou sur un autre, ça ne sera évidemment pas la même que celle qui est antérieure. Et par conséquent, je crois qu'il ne faut pas, et ça c'est sans doute un des défauts que aussi bien les partisans que les gens qui sont hostiles à l'Union européenne, je dirais, c'est qu'en fait, on décontextualise les choses. Lorsque vous avez le traité de la Kekar en 51, le traité de la CE en 57, nous sommes dans une situation géopolitique, et je le dis d'autant plus librement que je suis justement à Spoutnik, nous sommes dans une situation où vous avez de l'autre côté, évidemment, l'Europe de l'Est, que vous avez l'Union soviétique qui est puissante, et que la volonté de construire une puissance économique pour résister à cette puissance soviétique, eh bien, elle se comprend. Disons qu'elle s'explique. Il est bien évident que vous ne pouvez pas transposer le développement de l'Union européenne à partir des années 90, après la chute du mur de Berlin, que vous ne pouvez pas assimiler ce qui s'est passé après 90 à ce qui s'est passé avant. Et donc transposer, je dirais, les dysfonctionnements de l'Union européenne à partir des années 90, lorsque justement le populisme commence à se diffuser dans les différentes opinions publiques européenne, transposer cela à la création de l'Union européenne, c'est une conjonction, une confusion que font un certain nombre, je dirais, d'analystes politiques ou disons d'hommes politiques, et c'est assez dommage. Ou de médias. Pour compléter ce qu'a dit Yves et Guillaume, je crois qu'effectivement la donne politique a changé et elle va changer en juin 2019 à l'occasion des élections européennes. Clairement, les conservateurs, ni incluant les populistes, gagneront ces élections. Et il y aura une majorité. Donc, la présidence du Parlement européen en découlera. La Commission européenne, le président de la Commission en découlera aussi. Là où, il y a quelques années, il y avait une majorité de gouvernements sociaux-démocrates, justifiant aussi une des raisons pour lesquelles les Britanniques voulaient sortir de l'Union européenne, n'est plus du tout la configuration que nous allons connaître à l'avenir. Alors, est-ce qu'ils vont vouloir rentrer encore, c'est ça ? Non, ça ne veut pas dire qu'ils vont vouloir revoter, parce que le vote serait à peu près sensiblement pareil. Par contre, ils veulent en atténuer l'impact ou l'effet sur l'économie britannique. Ce que dit Yves est particulièrement vrai. Les derniers soutiens de Theresa May, c'est la City. Et la City a besoin d'avoir un accord qui lui soit favorable. Theresa May est pris en tenaille entre ses membres, les membres les plus conservateurs, Rees-Mogg, le fameux député conservateur, qui pourrait prendre la tête du parti si elle tombait. Évidemment, Boris Johnson, qui va pas en rester là. Une des raisons pour lesquelles Boris Johnson a attendu que David Davis démissionne, c'est pour se positionner, lui, comme le futur successeur de Theresa May. De toute façon, il ne faut pas attendre très longtemps. Le livre blanc que Theresa May voulait présenter demain est repoussé d'une semaine. Et lundi se tiennent 2 réunions particulièrement importantes. On en oublierait presque les travaillistes
Les travaillistes ont aussi une position qui est équilibrée entre une petite majorité de Remainers, mais quand même une grosse minorité de Leavers. Il y a 2 réunions. La réunion avec les membres de son parti. Et là, encore une fois, il peut y avoir un élément positif. S'il y a un vote et elle gagne 1 année. Un vote de non-confiance, c'est ça? Un vote de confiance ou une note de défiance. Mais est-ce que ça risque d'y arriver qu'elle soit désistée? Je ne maîtrise pas. Il faut 48, c'est très simple. Voilà. Il faut 48 membres de son parti qui déposent une demande. Pour l'instant, on n'en est pas aux 48 membres. Maintenant, la démission de Boris Johnson et les démissions en cascade pourraient provoquer un afflux de soutien pour une position dure, premièrement. Il faut ensuite qu'il y ait 159 conservateurs sur les 316 qui décident de défier le Premier ministre. Et ensuite, il y a aussi la manière dont il faut se positionner par rapport aux négociations et aux négociateurs européens. Et elle est prise, encore une fois, entre le marteau et l'enclume, si j'ose dire. Mais, je rajouterai une chose sur l'affaire de l'Europe qui a des incidences sur la négociation. C'est que nous avons des commissaires européens. La Commission européenne est puissante, mais c'est quand même le Conseil des chefs d'État qui décide. C'est les 28 qui décident. C'est pas la Commission européenne. Moi, Juncker, je connais bien. Il me dit, j'arrive devant le Conseil européen et puis ils prennent une décision dont moi, je ne suis pas complètement d'accord. Mais c'est normal. C'est les 28 États qui décident. Mais un des problèmes que l'on a par rapport à l'évolution politique des opinions publiques, c'est qu'on a des commissaires européens qui sont de partis qui ne sont plus représentatifs. Vous avez Juncker, vous avez, comment s'appelle, le premier vice-président hollandais qui représente plus rien dans son pays, vous avez Moscovici, qui peut être un élément bien, mais qui représente plus rien en France. Et c'est un peu cette déconnexion entre les commissaires européens qui sont nommés pour 5 ans, je crois, ou 6 ans, et l'opinion publique a évolué. Et ça a de l'incidence, je crois, sur le fonctionnement. Et à cela s'ajoute le fait que l'opinion publique a du mal à comprendre le fonctionnement parce que le Conseil des ministres de l'Union européenne, c'est le législatif. C'est législatif, voilà. Et que la Commission, qui est supposée être l'administration ou les directions des administrations, c'est l'exécutif. Et donc évidemment, ça ne favorise pas l'adhésion à des institutions lorsque les termes ne renvoient pas aux mêmes notions. Et ça va s'arranger comment? Je rajoute qu'il y a aussi un ras-le-bol des parlementaires européens vis-à-vis de l'opacité de la Commission. Si on prend l'épisode ô combien douloureux de la nomination du secrétaire général de la Commission qui a été imposé par le président de la Commission, il y a quand même un hiatus qui est en train de se faire entre les 3 principales institutions. Donc la crise n'est pas entre des pays et l'Union européenne, elle est aussi dans l'équilibre des pouvoirs qui sont issus du traité de... Avec un affaiblissement des commissaires qui sont plus représentatifs très souvent de leur opinion publique. Et pour ce qui est des forces politiques en Grande-Bretagne, évidemment, on se souvient tous, je dirais, du fait que Margaret Thatcher est arrivée au pouvoir parce qu'il y a eu l'impeachment du précédent, Premier ministre. Là, il est peu probable que les travaillistes réussissent à s'imposer. Donc c'est une crise interne au Parti conservateur et à la recomposition du spectre politique sur la droite du spectre politique. C'est ce qu'on a vu en Autriche, c'est ce qu'on voit en Italie, etc. On voit que la Ligue aujourd'hui a quasiment entièrement absorbé Forza Italia. Là, pour l'instant, au Royaume-Uni, il n'y a pas encore, je dirais, la réapparition du UKIP qui pourrait absorber une partie des conservateurs. Mais je vous signale qu'on a quand même eu dans l'histoire britannique une période non pas de bipartisme mais de tripartisme et que les travaillistes ont fini par absorber le Parti libéral. Donc on pourrait avoir une recomposition de la vie politique. Malheureusement, on est à la fin de l'émission, mais affaire à suivre. Guillaume Bernard, Yves Pozzo-Di-Borgo et Emmanuel Dupuis, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci. Merci à vous de nous avoir rejoints dans l'émission. Vous pouvez réécouter l'émission à tout moment sur leclashshow.com ou sputniknews.com.